Le Cercle RH est aujourd'hui un grand entretien pour faire un petit pas de côté, mais vous allez voir, on va parler de l'entreprise malgré tout. On accueille le fondateur de Montreux Comédie Festival. Vous connaissez évidemment ce spectacle, ce divertissement qui nous fait rire chaque année. Montreux, c'est en Suisse, faut-il le rappeler. Et on accueille Grégory Furer. Bonjour Grégory. Bonjour. On est très très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Alors on a souvent des DRH, des CEO, des fondateurs d'entreprises. Ils font de la tech, ils font des choses très sérieuses. Vous êtes chef d'entreprise, vous l'assumez, mais de divertissement. C'est comme ça que vous vous définissez ? Oui, moi j'adore le mot industrie créative et culturelle, et dans ce mot il y a industrie. Donc on est dans une industrie. Le divertissement aujourd'hui, les grands spectacles, c'est une industrie. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de... C'est les mêmes codes que dans n'importe quelle entreprise. Il y a des budgets à tenir, il y a des employés à aller chercher, à garder. Il y a des clients, enfin voilà, je veux dire, on est. Il y a un expert comptable, il y a des bénéfices. Ou pas. Exactement, ou pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il faut travailler avec des banques, on a des partenaires, on a tous les problèmes qu'une entreprise peut avoir. Et c'est vrai que la finalité, c'est de faire un produit drôle, et de s'amuser. Quelque part, il y a quand même un côté passionné quand on choisit ce métier. Mais si on ne sait pas lire un bilan, on ne fait pas très long dans ce métier aussi. Donc vous savez lire un bilan ? Moi, plus ou moins, oui. C'est ça. Mais j'ai un très bon directeur financier. Donc vous êtes bien entouré. On va revenir sur votre histoire, mais combien de collaborateurs ? On va parler du Covid, qui a été un moment d'une violence inouïe pour tous les créateurs de spectacles et pour tous ceux qui les dirigent. Mais combien de collaborateurs aujourd'hui vous avez ? En fait, nous, paradoxalement, le Covid a été une période qui a été évidemment très difficile, mais qui a quand même accéléré notre croissance, paradoxalement, parce qu'on avait, avant le Covid, mis en place 2 activités qui nous ont tirés pendant le Covid. C'était le digital, on était très présent sur le digital, et puis l'Afrique. On avait investi depuis 2015 en Afrique. Abidjan, Johannesburg. Maintenant, on est à Kinshasa, on est aussi au Burkina Faso, on est sur le même modèle que le Comédie Festival ? Exactement. Alors, sur le même modèle un petit peu différent, dans le sens où en Afrique, par exemple, il manque beaucoup d'infrastructures. Donc, on a créé une académie de l'humour à Abidjan. Et par exemple, Abidjan n'a jamais fermé pendant le Covid. Donc, on a pu délocaliser des productions qu'on ne pouvait plus faire à Paris. On les a fait à Abidjan. Et donc, on a quand même pu tirer notre épingle du jeu. Combien de salariés vous avez dans l'entreprise ? Aujourd'hui, au moment où on se parle. Aujourd'hui, on est 80. On est 80 permanents. Mais avant le Covid, on était 30. Une trentaine. Donc effectivement, on a quasiment triplé nos effectifs. C'est-à-dire que vous décidez au moment du Covid de dire on est en très grande difficulté, au lieu de ralentir et de se replier, vous accélérez, vous dites on va déployer. Ouais. C'est ça que vous dites. Exactement. Quand le Covid arrive, c'est le 16 mars, 16 mars tout s'arrête. Et nous, notre activité, il y a des CDI bien sûr, il y a des CDD, mais il y a aussi beaucoup d'intermittents, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. On est quand même dans un monde qui est quand même assez précaire dans l'emploi. Et donc, quand vous êtes chef d'entreprise et que votre activité vous s'arrête, vous pouvez sauver les CDI parce que vous avez des aides, mais les auxiliaires, c'est pas possible. Donc moi, je prends la décision de maintenir 100% de l'emploi, y compris les prestataires et les vacataires, en disant à mes partenaires, qui sont des gens qui travaillent avec moi depuis certains 10-15 ans, un directeur technique, un chef, ça c'est important, etc. D'ailleurs, d'avoir les référents. Complètement. Et là, je leur dis, voilà, spontanément comme ça, je leur dis, écoutez, on va maintenir tous les contrats qu'on a. C'est-à-dire que tous les contrats, on ne va pas les casser. Et je dis à mon directeur financier, nous on a des réserves, parce qu'on est une boîte assez bien gérée. En droit français ou en droit suisse ? Non, on est basé à Paris. C'est ça, on est d'accord. J'ai créé ma boîte. Qu'on le précise bien. Moi, je suis suisse d'origine, mais ma société est à Paris. Et du coup, on maintient cet emploi-là. Et donc déjà, c'est un énorme soulagement pour mes équipes. Et puis, après, derrière, je leur dis, bon, maintenant, on n'a plus l'activité qu'on faisait avant, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Comment utiliser cette énergie pour créer du business aussi. Donc, par exemple, le digital, on avait envie de faire plein de petites choses qu'on n'avait jamais le temps de faire, on l'a fait. Oui. Moi, j'avais un problème de transfert de savoir-faire entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. C'était souvent compliqué d'envoyer des cadres former nos équipes à Abidjan. Là, ils avaient le temps de le faire. Là, on avait le temps de le faire. Ils ont pu le faire en Zoom. Certains se sont déplacés. Donc, du coup, il y a eu aussi une espèce d'équipe qui s'est créée internationale. Donc, le fait de perdre du temps, vous en avez gagné, finalement. Énormément. Puis surtout, quand c'est reparti. Comme en plus de ça, le Covid, il y avait des fenêtres de tir. Des fois, ça rouvrait, ça refermait. Moi, dès que ça rouvrait, on était prêt, en fait. Et donc, ça jouait. Et ça jouait. Donc, nous, par exemple, je me rappelle, c'était quoi, en mai 2021, tout d'un coup, on nous dit, le 15 juin, les théâtres ouvrent à Paris. Nous, le 15 juin, on joue. Donc, parce que l'équipe, elle est là. Alors que si on n'avait pas gardé nos employés, et surtout nos prestataires, surtout nos vacataires,
on ne serait pas reparti en fait. Ouais, ça repartait pas parce que vous n'étiez pas en mesure de vous mobiliser pour la date qui Voilà, jouait. et puis les gens que vous laissez dans la nature, ils trouvent d'autres boulots, Et vous les perdez. Ils ne reviennent plus. Quoi. Grégoire Fürer, juste quand même, il y a un sujet qui est très important parce que cette émission-là, on l'avait faite avec des patrons de scènes de théâtre à Paris, qui étaient des patrons de théâtre très en vue et qui disaient, nous, pas question d'ouvrir nos théâtres. Et à l'époque, le débat Covid était posé, hein, aux téléspectateurs, c'est-à-dire faire des captations pour que le théâtre soit vu de notre canapé. C'était un vrai débat qui a traversé, et vous le savez pertinemment. Vous avez fait le choix inverse. Complètement. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on voit le nombre de vues, ça se compte en milliards, hein, le nombre de vues. Nous, depuis la création de nos réseaux, on est à 3 milliards de vues. Et aujourd'hui, on fait 1 500 000 vues par jour sur nos réseaux. Donc, c'est à peu près 15 vues par seconde sur une journée. Et ça, pour vous, c'est bien sûr de l'image, mais c'est aussi de la rémunération. Alors, il y a de la rémunération, mais je dirais que... Et ça, c'était vraiment un pari, parce que nous, quand on a ouvert les canaux, c'était en 2009... Certains sont très bloqués là-dessus. Hein. Complètement. Nous, on nous disait, oh, mais t'es fou, tu vas vider tes salles. Pourquoi les gens iraient acheter des billets alors que... C'est exactement l'argument. Alors qu'ils peuvent tout voir sur Internet. Et moi, j'étais persuadé du contraire. Pour moi, j'étais absolument persuadé du contraire en me disant... Et il y a des précédents. Rappelons-nous, dans les années 80 ou 90, le fameux slogan « Vu à la télé ». C'était quand même un truc comme ça. Et moi, je suis convaincu, et j'étais convaincu que la communauté qui se crée sur le digital allait venir au spectacle. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, la marque est devenue tellement puissante qu'on n'a jamais vendu autant de billets. Voilà, on a déjà ouvert les ventes pour le mois de décembre. On a déjà 40% des ventes qui sont faites aujourd'hui pour décembre. Donc vous avez déjà le programme ? Non, on n'a annoncé aucun nom. On ouvre la vente, on ouvre les jours et il y a déjà 40%. C'est un luxe quand on est chef d'entreprise. On ne montre pas le produit dans la vitrine et vous avez déjà des gens qui l'achètent. Exactement. C'est incroyable. C'est un luxe énorme, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Ce que je dis à mes équipes, je dis attention de ne pas trahir cette confiance. Donc c'est vrai que par exemple, vous savez, quand vous êtes complet, vous pouvez avoir la tentation de mettre un peu moins d'artistes, peut-être des gens un peu moins connus. Enfin, vous pouvez couper un peu dans les coûts. Et en fait, moi, je fais... Et même prendre des risques, peut-être un peu. Alors, tenter des choses. Alors, tenter des choses, c'est sûr. Et ça, le public, d'ailleurs, aime ça. D'ailleurs, il aime qu'on prenne des risques. Mais il faut toujours garder à l'esprit que cette confiance-là, c'est un luxe, ça se mérite et ça peut se perdre aussi vite. Donc il faut garder ça à l'esprit. Juste un mot, votre société est à Paris, mais vous êtes suisse, Montreux c'est en Suisse. On a tous vu des extraits, ou même le spectacle d'ailleurs qui est diffusé sur des chaînes françaises. Spectacle, j'imagine, que vous vendez dans tous les pays francophones, j'imagine. Comment on devient patron du Montreux Comédie Festival ? Ça démarre quand vos parents, c'est une rencontre, c'est comment on devient chef d'entreprise ? Vous l'êtes, vous l'assumez, mais dans du spectacle vivant. En fait, alors moi je l'ai créé le festival, donc c'est moi qui l'ai créé, donc en fait j'ai envie de dire je suis un peu tombé dedans en étant petit, puisque j'avais 21 ans quand je l'ai créé. C'était 32e édition. C'était la 33e l'année. 33e, c'est ça. Exactement. Donc il y a quelques années maintenant, mais moi j'étais prédestiné à des études de commerce, j'étais un HEC à Lausanne, donc je pensais faire un travail sérieux. Moi, mes parents... Le costume, la banque... La cravate, etc. Mes parents viennent pas du tout du show business, ma maman était directrice d'école, mon papa était commerçant, donc voilà, c'était vraiment, j'étais pas prédestiné, et puis j'étais surtout dans une région qui était très très périphérique du centre qui est Paris. Donc voilà, donc je pars là-dedans. La vraie histoire, parce que c'est vrai, c'est souvent les plus belles sont les vraies, c'est que j'ai des copains à l'époque qui ont envie de faire ce métier, qui ont envie de devenir faire du stand-up, enfin du one-man show. À l'époque, one-man show, on dit pas stand-up. Ouais. À l'époque, on disait one-man show. Maintenant, on dit stand-up. Et ils voulaient le faire et ils n'avaient pas accès aux producteurs parisiens. Donc, moi, j'ai l'idée de monter un festival et de faire venir les producteurs à Paris. Bah oui. C'était assez simple. Donc, je suis monté à Paris avec ma mallette, c'était un peu ça. Sans costume. Non, une petite veste. Quand même une petite veste. Un petit peu habillé quand même, bien sûr. Et puis je suis allé à la tchatch en fait. Je suis allé dans les bureaux et puis j'ai dit à des producteurs, il n'y en avait pas 50 à l'époque à Paris, il y avait La Classe notamment qui était une grosse émission. Exact. Et je disais Fabrice. À Montreux avec Fabrice. Et il y avait Olivier Lejeune qui sont venus à Montreux et qui ont vu mes copains. Et qui en ont sélectionné. Parce que l'aventure démarre de Montreux, excusez-moi. Elle démarre de Montreux. C'est Montreux, c'est chez vous. Hein. C'est chez moi. Moi, j'ai grandi à Montreux. Ouais. C'est une petite ville de 20 000 habitants. Qui est magnifique d'ailleurs. Du lac, absolument adorable. C'est très beau.
Et voilà, donc c'est parti comme ça. Puis après, j'ai été chercher dans le monde des inspirations. Et une des grandes inspirations, ça avait été les États-Unis. Moi, je suis parti, j'avais 23 ans, l'Amérique du Nord, surtout avec le Canada, et puis les États-Unis, où là, j'ai découvert le mot d'industrie culturelle. Et ce qui n'était pas du tout le cas en France. En France, on parlait de café-théâtre. On parlait de café-théâtre. On parlait un peu anard, un peu, c'est la veine anard. C'était un côté, et surtout, il ne faut pas faire d'argent, il faut faire ces choses, plus c'est petit, mieux c'est. Exact. Et moi, c'était un truc qui ne m'allait pas, en fait. Je disais, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas en faire un business, en fait. Mais un business au sens noble du terme. Mais arrêtons-nous un instant sur le mot industrie, parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais au sens propre du mot. C'est-à-dire, il y a des industries, on fabrique des objets, mais vous assumez le mot industrie. Vous, le chef d'entreprise que vous êtes, quand vous réunissez vos équipes et que vous les préparez à ce qui va arriver en décembre, c'est quoi les critères qui justifient le fait que vous assumiez l'industrie? C'est la qualité des voitures qui accueillent les artistes, c'est les chambres, c'est où est-ce que vous êtes le plus méticuleux, comme un industriel qui dit, dans toutes les chaînes de valeur, il ne faut pas se rater. Ça démarre d'où et ça va jusqu'où? Je dirais, alors d'abord quand même c'est le projet artistique qui quand même. C'est à la base, c'est d'abord un projet artistique. Il ne faut jamais l'oublier. D'abord, c'est un projet artistique. Et moi, je me considère comme un producteur artistique. C'est-à-dire quelqu'un vraiment qui veut faire quelque chose de qualité au service de l'art. Donc, vous repérez d'abord. Donc, repérer, d'avoir une vision artistique, d'avoir un projet artistique. Puis après, derrière, vraiment, c'est d'avoir dans chaque secteur les meilleurs. Dans chaque secteur, les meilleurs qui sont meilleurs que moi. C'est-à-dire mon directeur technique est meilleur que moi, mon directeur de la com est meilleur que moi, mon directeur logistique est meilleur que moi, mon directeur financier est meilleur que moi. Et à la fin, c'est d'aller chercher les meilleurs talents. Et souvent, d'ailleurs, dans nos petits métiers artisanaux, ça reste quand même un métier artisanal au sens noble du terme. On a tendance à couper sur des postes qui nous semblent un peu mineurs. Je pense, par exemple, la direction financière. Peu d'entreprises de notre acabit va aller chercher un directeur financier. C'est vrai. Va avoir un bon comptable. Vous en avez un. Moi, j'ai un directeur financier. Parce qu'il vous règle les comptes de manière à bien équilibrer les budgets. Pas que les comptes, mais aussi la prospection, discuter avec les banques, faire des investissements, d'utiliser la trésorerie à bon escient. Enfin voilà, tout ce travail-là qui est quand même vachement important. Vous êtes aussi producteur, c'est-à-dire que vous produisez des artistes, ou vous êtes simplement producteur de l'événement Montreux? Aujourd'hui, on est producteur de l'événement uniquement, mais on a l'événement Montreux, on ne produit pas d'artistes. Moi, je l'ai fait dans ma carrière. C'est ça, c'est très formateur. J'ai fait à Paris, j'ai produit beaucoup d'artistes. C'est très formateur, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de produire des événements. Donc, on a Montreux, on a l'Hilarious, on a un festival à Cannes qui s'appelle Big Perf, on a un festival à Montréal. Là, on se lance un défi fou pour une petite boîte comme la nôtre, qui est d'investir en Amérique du Nord. Donc, on y va. Vous allez conquérir le marché américain. C'est ça un peu l'idée. On va peut-être pas parler de conquérir, mais le petit Suisse qui part. Le petit français, parce qu'on y va avec la BPI, on y va avec Culture Export et qui nous accompagne là-dessus. Et moi, je dis, il n'y a pas de raison qu'on soit pas ambitieux en étant français, en fait. Pourquoi on attendrait que les Américains... Même modèle, Montreux Comédie Festival, c'est-à-dire le même système, le même esprit? Le même esprit, en sachant que nos festivals, en fait, sont des leviers pour faire du contenu. Nous, quelque part, on a 3 business units dans notre équipe. On a le live, qui est la base. On a le média, ce qui est le Media House, et puis on a ce qu'on appelle le studio, ce qui est tout ce qu'on peut faire avec la caravane artistique. On peut faire une série pour Netflix, on peut faire une opération de brand content pour une marque, etc. Mais ce savoir-faire-là, en tout cas tel que nous on le pratique, on n'a pas d'équivalent dans le monde aujourd'hui. Donc on croit à notre modèle et on va tout faire pour être le premier groupe mondial d'humour. Avec l'enjeu web, avec l'enjeu de l'hybridation, parce que quand vous avez commencé il y a 32 ans, ce sujet 33 ans, ou 34 même d'ailleurs, ça n'existait pas. Non. Et vous avez donc forcément dû grandir avec. C'est ça. Quelle place occupe aujourd'hui le web, le métaverse, même si dans les spectacles on joue beaucoup avec ces sujets, mais vous en tant qu'industriel du spectacle, comment vous l'intégrez? En fait, si vous voulez, moi c'est toujours la même vision. C'est-à-dire, ma première vision, c'est le contenu. Donc quand vous faites un spectacle d'humour, vous avez le choix entre faire un spectacle, vous avez la billetterie, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Ouais. Moi, j'ai toujours dit,
il faut capter ça, parce que c'est dommage de perdre ce contenu. Propriétaire du contenu, on est d'accord. Propriétaire du contenu, Bien sûr. avec l'artiste, toujours avec l'artiste, Bien sûr. et d'être propriétaire du contenu. Donc au départ, nos premiers débouchés, c'est la télé. Donc on travaille avec la télévision, les grandes chaînes de télé, la TNT, etc. Et puis aujourd'hui, on continue à travailler avec la télé. On a Canal+, qui est un gros partenaire, mais on s'autorise de faire des spectacles en direct uniquement pour les plateformes sociales. Et on croit énormément à l'arrivée de la Fast TV. Donc là, on crée nos premiers canaux de Fast TV qu'on lance à Montréal au mois de mai, qui s'appellera Joke Nation. Et on y croit à fond parce que... Ça marche comment, la Fast TV? En fait, c'est... La Fast TV, c'est de la télévision, en fait, en live sur les téléphones portables, mais financée par la publicité. Donc là, on a fait quelques tests. Déjà, cette année, on a fait des tests. Un partenaire qui finance le spectacle? Ou Non, plusieurs partenaires? Alors aujourd'hui, c'est vraiment du rev share, c'est vraiment du revenue sharing. Donc là, on a fait les tests pendant 2 mois avec une des références de la Fast TV qui est Pluto TV, qui appartient au groupe Viacom. Et voilà, en 1 mois, on était la 3e chaîne, toute catégorie confondue, sur la plateforme. Donc c'est vraiment aujourd'hui la preuve qu'il y a un business model là derrière. Juste un petit mot, c'est une question personnelle. Jamel Comedy Club, il vous a racheté la marque? Non, non. Vous l'avez autorisé à l'appeler Jamel Comedy Club? Parce qu'en même temps, c'est exactement le même modèle. C'est le même modèle. Vous en avez parlé ensemble, peut-être? Oui, on connaît très bien Jamel. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il est venu chez vous, hein? Bien sûr, il est venu plein de fois chez nous. Et puis Jamel, c'est lui qui a amené finalement le stand-up en Europe, quand même. C'est vrai. Il a apporté ça. Un style, un mouvement. C'est lui qui a permis un phrasé. C'est lui qui a permis aussi à des minorités de s'exprimer. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément fait avancer les choses. Donc on a beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et puis non, vous savez, dans ce métier, moi je dis, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on a notre grande force aujourd'hui avec Montreux Comédie, c'est vraiment la francophonie dans sa grande diversité. Voilà, on a les Belges, des Suisses, des Africains, des Québécois, des Français, bien sûr. évidemment beaucoup de Français. Jamel, il a quand même une ligne éditoriale qui est un peu plus ethnique, on va dire. Donc c'est très complémentaire et voilà. Donc on est très content. Le festival de Marrakech aussi, par ailleurs, qui est un autre. Avant de nous quitter, parce que le monde est morose, ça manifeste beaucoup dans les rues de Paris. Il y a des tensions dans l'Assemblée nationale. Il y a des inquiétudes. En même temps, quoi, vous faites de l'industrie, mais vous nous vendez du rêve. Les gens en ont besoin de ça. Clairement. D'où le succès dont vous nous parliez tout à l'heure avec la Fast TV. Ouais. On a besoin de rire. Ouais. On a besoin de rire. Et puis moi, j'ai beaucoup parlé ces derniers jours. On était à l'Hilarious au festival. Beaucoup de producteurs. À Lille, c'est... À Lille, exactement. On l'a pas dit, mais c'est à Lille. À Lille. Et on a beaucoup discuté avec des producteurs qui étaient là. Et on vit un peu une âge d'or de la production humoristique en ce moment. C'est vrai que les salles sont incroyablement pleines. Il y a même des artistes, on le voit aujourd'hui, qui s'attaquent à des Bercy, des stades. C'est quand même fou dans l'humour. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, le monde a besoin de rire. Alors, il y a ça qui est vrai. Il y a la situation géopolitique qui est compliquée, la crise, etc. On a toujours eu besoin de rire. Hein. Toujours besoin de rire. Mais il y a aussi, et je pense que c'est aussi important, parce qu'on reste quand même dans une industrie de l'offre. D'abord, hein, c'est quand même, plus il y en a, plus les gens ont envie de sortir. Et il y a aujourd'hui une qualité absolument incroyable de stand-uppers qui arrivent sur le marché. Il y a vraiment, je le dis, la nouvelle génération, elle est incroyable, elle est inspirante, elle travaille comme des fous. Moi, je vois les petits jeunes qui grattent dans les comédie clubs et qui font des vannes tous les jours, mais c'est des gens qui travaillent non-stop. C'est un boulot de faire des vannes, d'enchaîner. C'est énorme. Et cette immense compétence, ça amène du public, en fait, tout simplement. Donc, j'ai vu que vous rêviez d'être pilote de ligne. Ça fait 34 ans maintenant, vous faites ça. C'est fini, quoi. Là, vous êtes un homme heureux, ou est-ce que vous êtes un perpétuel angoissé? Non, les Suisses sont calmes, mais ils ont des angoisses aussi. Non, je suis un peu stressé toujours. C'est ça qu'il faut que je me déstresse parce que c'est ça. Hein, on sent que chez vous, il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut. J'ai toujours j'ai aussi envie de rien rater en fait. Je me dis toujours, on est dans un monde où tout va très vite, donc chaque minute compte, quoi. Voilà. J'avais une vieille habitude de sportif aussi où je dis c'est une compétition, il faut toujours être au top et il faut pas il faut pas se reposer sur ses lauriers et être toujours à l'affût, quoi. Et c'est ça qui parfois je me mets une petite pression
j'aurais Ouais, mais qui est peut-être besoin de bonne, me mettre. Mais qui est bonne, qui fait que ça fait 35 ans, 34 ans que vous êtes là et vous êtes au top. Mais comme j'adore aller dans les comédie clubs à Paris voir des spectacles, alors que Ouais. parfois à mon âge, on va dire, on envoie des petits jeunes le faire à Ouais. sa place. Vous continuez mais à j'aime le faire ça. Et le jour où je pense que j'aurais plus envie d'y aller, vous passerez la main. des questions. Merci Grégoire Furer, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à parce que vous avez monté un petit empire, effectivement, et ça a commencé à Montreux il y a 34 ans. 34 ans. 34 ans, quelle aventure et le nombre de personnes et de rencontres que vous avez évidemment faites. Montreux Comédie Festival, il y a le web, il y a la conquête du marché américain et canadien, si j'ai bien compris, qui est une autre aventure qui s'ouvre à vous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir ici dans Smart Job. C'est un vrai chef d'entreprise qui était avec nous aujourd'hui. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on va s'intéresser au RH. Il a un directeur financier, je ne sais pas s'il a un RH. Oui, aussi. Il a aussi un RH, il est complet, ils sont complets. Les RH, ils sont un peu tout seuls quand c'est compliqué. Et bien justement, on en parle avec Clara Leparquet. Aider les DRH, c'est important.